Dans cette capsule, on va couvrir les sections 3.1, 3.3 et 3.4. On va introduire la notion d'ondes sonores, les ondes sonores comme étant des ondes longitudinales. Ensuite de ça, on va surtout s'attarder à calculer l'intensité et la puissance transmise dans ces ondes-là ou reçues par un micro, par exemple. Or, les ondes sonores, ce sont des ondes longitudinales. La déformation se propage dans la direction de la propagation. Donc, la déformation, elle est dans la direction de la propagation. On regarde ici pour la distance typique entre des molécules dans l'air. C'est cette distance typique-là qui est modifiée. Et cette distance-là, ben, elle est modifiée dans la direction de la propagation. Si on voulait représenter ce qui se passe ici, ce serait une onde sinusoïdale, mais ce qui varie, c'est la densité de l'air. On verrait ici un maximum, un minimum, maximum, minimum. Donc, on a des ondes dans lesquelles on a compression des molécules les unes sur les autres, donc diminution de la distance typique entre les molécules, et derrière elle, elle laisse une zone de raréfaction. Alors, on voit ici une zone de raréfaction, une zone de compression, raréfaction, compression, raréfaction, et ainsi de suite. Et c'est cette déformation-là de la distance typique entre les molécules qui se propage dans l'air, ou ça pourrait être un son dans l'eau, comme font les sonars dans l'eau. Et bon, alors, si on regarde, quand on parle, ce qu'on fait, c'est avec la pression d'air qu'on émet, ce qu'on fait, c'est qu'on se trouve à moduler un tout petit peu autour de la pression atmosphérique. Et c'est franchement une fraction de pourcent par lequel on fait varier cette pression atmosphérique-là, mais c'est assez pour transmettre une onde de compression, raréfaction, compression, et cette onde-là, c'est elle qui va venir pousser sur le tympan de nos oreilles et produire des vibrations à l'intérieur de l'oreille interne, vibrations qui sont transmises par les osselets jusqu'à la cochlée. Or, voici donc notre première fois où on rencontre des ondes longitudinales, c'est les ondes sonores, sont les ondes sonores, peuvent être transmises dans l'air, dans les liquides, mais aussi dans les matériaux. Quand on parle d'ultrasons en inspection ou en échographie médicale, euh, on parle d'ondes sonores, mais qui sont à des fréquences au-dessus de la perception humaine. Donc, au-delà de quelques 3 ou 4 kHz, on commence à parler d'ultrasons. La même façon qu'on parlait de visible en parlant du spectre électromagnétique, on disait c'est une portion vraiment congrue du spectre électromagnétique, c'est notre visible à nous. De même, les sons, c'est la bande de fréquence de son, c'est celle qui est perceptible à l'oreille humaine. Au-delà, ce sont soit des ultrasons ou des infrasons. On va aller regarder la notion d'intensité et de puissance transmise. Or, pour des ondes qui, supposons, se développeraient dans le plan, ça pourrait être une onde sur une vague, sur un lac, ben, l'intensité, il y a une puissance qui est émise par la source, une puissance en watts, et cette puissance-là se distribue sur des cercles d'air croissantes. Ou bien, ça peut être une onde qui est émise par ce qu'on a déjà appelé une source ponctuelle. L'onde va se développer sur une sphère. Et à ce moment-là, l'intensité qu'on va redéfinir comme étant la puissance par unité d'air, dans le cas de déploiement dans une sphère par une source ponctuelle, ben, la puissance est répartie sur l'aire d'une sphère qui est 4 pieds carrés, et ces sphères-là
s'agrandissent au fur et à mesure que le son se propage de plus en plus loin. On va introduire ici une façon particulière de décrire l'intensité des ondes sonores. C'est toujours des watts par mètre carré, normalement, l'intensité. La définition de l'intensité, quand on fait 3 barres ici, ça veut dire qu'on introduit une définition. On a déjà vu ça à la fin de notre module sur l'optique géométrique. J'ai introduit les notions de définition, de puissance, lorsque la lumière se déplaçait d'un milieu avec brouillard, avec atténuation. Donc l'intensité, c'est la puissance en watts répartie sur une aire. Combien de watts par mètre carré, c'est les unités. Si la source est ponctuelle, ben, et on va voir à la fin de ce module-ci, quand on parlera d'interférence lumineuse et de diffraction, c'est là qu'on va vraiment définir une source ponctuelle. Mais pour le moment, l'intensité pour une source ponctuelle, ça va être une puissance divisée sur l'aire d'une sphère, une sphère de rayon R, et le son s'éloigne, comme on l'a vu pour la lumière, et il se répand sur des sphères de plus en plus grandes, donc le nombre de watts par mètre carré diminue, mais on suppose la puissance conservée. Bon, si on regarde l'oreille humaine, quelle est ce qu'on appelle la plage dynamique de l'oreille humaine? Combien de niveaux différents d'intensité l'oreille humaine peut-elle percevoir? Ben, on dit qu'une oreille saine, sa limite d'audibilité, son seuil d'audibilité, est dans les 10 à la moins 12 watts par mètre carré. Or, s'il y a une intensité de l'ordre de 10 à la moins 12 watts par mètre carré qui est incidente à votre oreille, la puissance, la quantité d'énergie capturée par votre oreille va être suffisante pour percevoir qu'il y a un son. C'est le seuil d'audibilité. Si vous subissez si vous avez un audiomètre, ben vous allez, l'audiologiste va émettre des sons de plus en plus faibles jusqu'à temps que vous ne perceviez plus rien, et ça va être votre seuil d'audibilité. Typiquement, on dit c'est 10 à la moins 12 watts par mètre carré. Par contre, le son le plus élevé qu'on puisse percevoir sans endommager l'oreille, c'est de l'ordre de 10 watts par mètre carré. Et là, on voit qu'il y a 13 ordres de grandeur dans toute la plage dynamique de son perceptible par l'oreille humaine, 13 ordres de grandeur. Si on devait mettre tout ça sur un papier graphique, ça ferait un papier très très long, d'où l'idée d'utiliser une échelle logarithmique. On appelle l'échelle des décibels. L'intensité va être en décibels plutôt qu'en watts par mètre carré. Et par quelle équation on décrit ça? Ben, l'intensité perçue divisée par le seuil d'audibilité. On prend le logarithme et fois 10. Alors, si on regarde entre le niveau d'endommagement, qui serait 10 watts par mètre carré, le seuil d'audibilité 1 fois 10 moins 12, on aurait ici entre 10 et 1 fois 10 moins 12, on aurait 10 à la 13. Le logarithme dans la base 10 serait 13 fois 10, ça donnerait 130 dB. Donc, la plage dynamique de l'oreille humaine serait de l'ordre de 130 décibels. Bon, vous avez sans doute déjà entendu que, par exemple, dans une salle où on joue un concert ou de la musique, ben, le maximum qui est accepté est de l'ordre de 90 décibels. Donc, pour garder une sécurité, pour être sûr de ne pas atteindre le seuil d'endommagement d'aucune oreille, toutes les oreilles ne résistent pas nécessairement jusqu'à 10 watts par mètre carré. Bon, on se laisse une plage de 30 dB. 30 dB, en fait, c'est un facteur 1000, 3 ordres de grandeur multiplié par 10.
On va aller regarder un peu comment appliquer ça, mais entre autres, on a des appareils qui s'appellent des sonomètres, avec lesquels on peut aller dans des endroits, par exemple des usines, et on peut mesurer l'intensité sur l'échelle décibels et voir s'il y a des correctifs à apporter pour protéger les travailleurs, les personnes passant dans ces milieux-là. Je vais aller regarder avec vous un exemple et deux exercices. L'exemple 3.3, à la page 92 de votre manuel. On fera seulement la partie A parce que je ne veux pas aller dans les détails de calcul, l'amplitude, la pression et ces choses-là. On va juste regarder l'intensité et la puissance. Bon, un micro qui va recevoir du son est placé à une distance de 15 mètres d'un petit haut-parleur qui, lui, émet du son. Il émet une puissance moyenne de 0,4 watts. Le petit haut-parleur va être considéré comme une source ponctuelle dans l'exemple qui est 3.3. Le micro constitué d'une membrane circulaire ayant un rayon de 0,8 cm. Le module de la vitesse du son, 340, et la masse volumique de l'air est 1,21 kg par mètre cube. Ceci, on n'en aurait besoin que pour la question B qu'on ne couvrira pas. Quelle est la puissance moyenne reçue par le micro? Or, l'idée qu'il faut vraiment saisir, c'est la suivante. Le haut-parleur émet du son sur des sphères croissantes. Or, à chaque endroit, notamment à 15 mètres, là où se trouve le micro, il y a une sphère de 15 mètres sur laquelle il y a partout un certain nombre de watts par mètre carré. Et là, il y a un tout petit micro de 0,8 cm de rayon qui va aller capturer seulement une partie de cette énergie-là. Cette puissance-là, capturée par le micro, donc divisée par son aire, ça va être l'intensité locale, et on nous demande de revenir à calculer la puissance reçue par le micro. Bon, si on regarde ici, l'intensité au niveau du micro, ça va être la puissance émise par le haut-parleur, divisée par l'aire d'une sphère de rayon 15 mètres, là où se situe le micro. Or, cette intensité-là, donc, c'est celle qui est incidente au niveau du micro. La définition de l'intensité, c'est toujours une puissance divisée par une aire. Maintenant, on veut savoir la puissance moyenne reçue par le micro. Or, on va cette fois-ci isoler la puissance au micro. La puissance au micro, ça va être l'intensité incidente au micro multipliée par l'aire du micro. Je ne ferai pas le calcul, on n'a qu'à entrer les chiffres. Je voulais juste revenir sur ces notions-là qu'on a vues à la fin du module sur l'optique géométrique. Je vais aller regarder maintenant avec vous deux exercices, l'exercice 17 et l'exercice 29, aux pages 114 et 115 de votre manuel. Bon, le problème 17. Une tige métallique a une longueur de 8,9 mètres. On frappe l'extrémité de la tige avec un marteau. Ça produit un son qui se transmet à la fois dans l'air et dans la tige. Un microphone placé à l'autre extrémité mesure deux sons, séparés par un intervalle de 24,5 mètres secondes. Deux sons. Un son qui est transmis dans l'air et l'autre qui est transmis dans la tige. Et on demande quel est le module de la vitesse du son dans la tige. Bon, j'ai choisi cet exercice-là pour vous rappeler que tout ce qu'on a appris en cinématique reste toujours vrai. Or, imaginez donc cette tige-là. On a cette tige-là qui a une longueur de 8,90 mètres. On a un coup de marteau, il y a du son qui se déplace dans la tige jusqu'au microphone et il y a du son qui se déplace dans l'air et perçu aussi par le microphone. La distance par notre cinématique, c'est toujours une vitesse fois un temps. Des mètres par seconde fois des secondes, ça donne bien des mètres. C'est la même distance que ce soit pour le son qui se propage dans la tige ou celui qui se propage dans l'air. Donc, on a que D, c'est égal à la vitesse dans l'air
343 mètres secondes, fois le temps que ça a pris pour se propager dans l'air. Mais la distance, c'est aussi la vitesse dans le métal fois le temps que ça a pris pour le propager dans le métal. Si on regarde ça, on voit qu'on a deux équations à trois inconnus. On connaît la vitesse de l'air, mais on ne connaît ni le temps de propagation dans l'air, ni le temps de propagation dans le métal, ni la vitesse dans le métal. Ça nous prend une troisième équation. Quelle est-elle? On sait que le temps, la durée de propagation dans l'air va être égale à la durée de propagation dans le métal plus 24,5 millisecondes. Bon, ici, il n'était pas évident de savoir lequel des temps serait le plus long parce qu'on n'a pas, peut-être qu'on n'est pas revenu assez sur le fait que la vitesse du son, c'est relié à une force divisée par une densité. Or, dans les métaux, pour ces raisons-là, le son se propage plus vite que dans l'air. De même, dans l'eau, le son se propage plus vite que dans l'air. Dans l'air, 340 quelques mètres par seconde. Dans l'eau, près de 1500 mètres par seconde, dépendamment de la température de l'eau. Et dans les métaux, comme on va voir, ça peut être plusieurs kilomètres par seconde. Alors, on va utiliser l'équation 3 qu'on va insérer, par exemple, dans l'équation 1. 8,90 est égal à 343 fois le temps dans le métal plus 24,5 millisecondes. Et on voit maintenant qu'on a une équation, une seule inconnue. On va résoudre pour le temps dans le métal et cette expression ici. Et la vitesse dans le métal, on introduit la définition de Tm dans l'équation 2. On va pouvoir résoudre pour la vitesse dans le métal. On trouve 6148,4 ou 6,15 km par seconde. C'est typiquement la vitesse de l'onde piston, l'onde longitudinale dans de l'aluminium. On va aller regarder un autre exercice qui est le problème 29 à la page suivante. Bon, qui va nous faire utiliser un peu l'échelle des décibels. Au centre d'un terrain de football, le son produit par une foule est mesuré avec un sonomètre. Le sonomètre indique 58,3 décibels. Qu'indiquerait le sonomètre si la foule était 3 fois plus nombreuse, chaque individu produisant en moyenne la même intensité sonore? Donc, au niveau du microphone, on recevrait une intensité 3 fois plus grande. On va aller regarder comment traiter ceci mathématiquement. Ben, si l'intensité initiale est égale à 58,3 dB et ça, c'est égal à 10 fois le log d'une certaine intensité initiale que je vais appeler I0, alors l'intensité, si on triple la population, ça va être la foule dans le stade, ça va être 10 fois le logarithme de 3 fois l'intensité. En utilisant la règle des logarithmes, c'est un rappel, le log du produit de AB est égal à la somme des logarithmiques, des logarithmes, log de A plus log de B, ce qui revient à dire, on aura 10 fois le log d'en base 10 de 3, plus 10 fois le log d'en base 10 de I0, 10 log de 3, c'est 4,77 dB, et on avait déjà 58,3 dB, et on arrive à la bonne réponse, 63,1 dB. Or, ceci complète notre introduction aux ondes sonores et à l'échelle d'intensité des décibels, et c'est un rappel aussi de choses qu'on a déjà vues en optique géométrique, comment l'intensité peut se déployer. Ici, on a traité le cas de sources sphériques, mais ceux qui s'intéressent de près au système de son savent très bien que d'un système de son sophistiqué, on peut avoir des haut-parleurs qui sont spécialisés pour les plus hautes fréquences, et on connaît que dans ce cas-là, le son propagé ne sera pas sur une sphère, mais va avoir une directivité plus resserrée, un peu comme un cône relativement étroit. Plus la fréquence est élevée, plus le cône va être étroit, donc il va y avoir une directionnalité pour les ondes les fréquences plus élevées qui va être plus resserrée que
que pour les fréquences plus basses, ce qui explique pourquoi et on va le voir plus quand on va parler de diffraction, pourquoi la taille des haut-parleurs varie avec les fréquences.